Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. À l'origine, on avait tenu à faire cette vidéo en complément de la vidéo sur l'Inde antique, parce qu'il se trouve que certains prétendus spécialistes se servent de nos jours de la soi-disant science comme d'un instrument pour imposer leur vérité, une vérité qui a ses racines entre autres dans le siècle dit des Lumières, à une époque où on ne disposait pas des outils que la science a aujourd'hui, mais que étrangement cette même science vient comme par hasard confirmer plusieurs siècles après, et il se trouve que certains noirs avalent cela comme on avale de l'eau sans se poser des questions, parce que si c'était poser des questions, ils n'avaleraient pas ça. C'est la raison initiale pour laquelle on voulait faire cette vidéo. Mais d'une autre part, on a vu que certains frères et sœurs dans les commentaires sur YouTube ou Facebook contestent l'appellation de peuple originel ou de peuple noir. Du coup, c'est une opportunité aussi, non pas de leur répondre, mais d'apporter un éclaircissement en espérant avoir affaire à des personnes douées d'intelligence et de discernement. Ainsi donc, on va voir les arguments des uns et des autres. Et on va commencer en fait par les affirmations visant à faire passer les Noirs de l'Inde pour des Blancs à peau noire, c'est-à-dire comme étant des Caucasiens ou de race caucasique. Ce sont les termes qu'ils employaient autrefois, mais qu'aujourd'hui ils semblent commencer à renier pour les besoins du moment. Donc ils disaient que c'était des Caucasiens, des Blancs, mais qui avaient la peau noire. Et ils ont aussi voulu dire cela des Éthiopiens, Somaliens et autres, bien que on sait très bien que lorsque des Éthiopiens, des Somaliens vont par exemple traverser la Méditerranée pour se trouver en Italie pour immigrer dans l'Union européenne, et bien si par malheur ils rencontrent des racistes, et bien on va leur dire: rentrez dans votre pays, sale nègre, rentrez en Afrique. Donc on va pas faire la différence entre l'Africain subsaharien de tel pays et de tel autre pays. On va les mettre tous dans le même sac. אני נושא עליי את דגל ישראל. זה אומר שאני שייך. אם אני מרגיש שהדגל שייך אליי, אז אני רוצה שגם החברה תרגיש שאני שייך אליה, והגיע הזמן. הגיע הזמן. Et malheureusement, à force de manipulation et de souffrance, même entre nous, on commence maintenant à faire des différences, Tutsi, Hutu, Nilotique, Bantou, etc., etc. On ne dit pas qu'il n'existe pas de différences de langue, de tribus, ethniques, etc. Néanmoins, on sait que ça émane avant tout d'une manipulation étrangère pour la division. Et dans la foulée, donc, il y a eu un frère qui est venu sur notre page Facebook, semble-t-il influencé par les discours soi-disant scientifiques qui disent qu'il n'existe pas plusieurs races humaines, noires, blanches, etc., mais qu'il existe une seule race, la race humaine, comme si on ne savait pas ça. Ou encore d'autres qui disent l'appellation peuple noir pose problème parce que on est tous différents, et des Camerounais, des Sénégalais, des Éthiopiens, etc. Et en disant cela, étrangement, en fait, il donne plus de réalité et d'importance aux frontières imaginaires et aux divisions colonialistes des puissances européennes lors de la conférence de Berlin de 1885 que à une réalité qui nous frappe encore aujourd'hui partout dans le monde, y compris en Afrique, et qui a commencé il y a de nombreux siècles, à savoir le racisme anti-noir, ou plutôt le racisme envers les noirs, puisque anti-noir n'a aucun sens dans le contexte du racisme. Et on nous dit cela en fait comme si on avait essayé
un jour ou un autre dans une vidéo ou autre, de faire une démonstration sur l'existence des races. Or, cela n'aurait aucun sens et sera en contradiction avec le principe même du peuple originel, qui veut dire que nous sommes le premier peuple et que les autres sont venus de nous et après nous. Si on essaie de reporter ça au monde animalier, on pourrait imaginer deux chiens qui se disputent, un berger allemand et un doberman, et le berger allemand dit: nous, on appartient au peuple originel des chiens. Donc vous, les doberman et autres, vous êtes venus après nous, mais vous descendez de nous. Dans ce cas-là, cela ne vaudrait pas pour les chats, les dauphins, les éléphants, les baleines, etc. Cela vaudrait que pour les chiens. De même, lorsqu'on parle de peuple originel, on parle des êtres humains. Donc, si on devait, sur le plan scientifique, considérer qu'il y a plusieurs races humaines, eh bien, déjà, on ne pourrait pas se reproduire avec ces autres races-là, puisqu'ils feraient partie d'autres espèces. Tout comme un chien ne peut pas se reproduire avec un chat, parce qu'ils ne sont pas de la même espèce. Donc, quand on parle de peuple originel, je crois qu'on se comprend bien. Et donc, on ne peut pas arriver à nous dire que on a voulu faire une démonstration, ou alors montrer-nous dans quelle vidéo on a dit qu'il existait des races humaines. Ce que nous on a fait, c'était plutôt d'employer un terme conventionnel, un terme générique qui existe et qui est employé ça et là, et d'ailleurs que nous on utilise très peu, voire presque jamais, sauf lorsque c'est nécessaire. Et aussi, il ne faut pas oublier que ce mot-là, race, est lié au mot racisme, qui lui a une réalité et a encore de beaux jours devant lui, même en Occident, où on cherche de plus en plus à prendre ses distances avec certains mots qui dérangent, comme racisme, nègre, etc. Et pour montrer en fait que ce débat en fait est un débat inutile, un vieux débat qui est dépassé, j'ai répondu au frère en lui citant le docteur Cheikh Anta Diop qui disait, et n'oubliez pas que Cheikh Anta Diop est décédé en 1986, donc il y a plus de 30 ans, donc c'est pour dire à quel point le débat est vieux. Il a répondu: une classification raciale est conférée à un groupe d'individus qui partagent entre eux un certain nombre de traits anthropologiques, ce qui est nécessaire pour qu'on ne puisse pas les confondre avec d'autres. Deux aspects doivent être distingués, le phénotype et le génotype. Je me suis souvent étendu sur ces deux aspects. Si on ne considère que les génotypes, je peux trouver un noir qui, au niveau de ses chromosomes, se rapproche plus d'un Suédois que Peter Botha. Peter Botha, c'est, si ma mémoire est bonne, l'ancien président de l'Afrique du Sud. Donc on poursuit. Mais ce qui compte dans la réalité, c'est le phénotype, c'est l'apparence physique. Ce noir, même si il se rapproche plus au niveau de ses cellules du Suédois que Peter Botha, lorsque il se trouve en Afrique du Sud, c'est à Soweto qu'il vivra. Donc Soweto, c'est le quartier noir en périphérie de la capitale Johannesburg, où les noirs étaient entassés dans des bidonvilles, à l'écart des blancs qui étaient installés dans les villes. Donc, il nous dit ici, Cheikh Anta Diop, que même un soi-disant noir avec des gènes proches du Suédois, plus proche même que le président blanc sud-africain Peter Botha, eh bien, ce noir-là, en arrivant en Afrique du Sud raciste à l'époque de l'apartheid, allait être installé dans la partie des noirs, dans les bidonvilles. Donc on poursuit la lecture. Il dit, dans toute l'histoire, c'est du phénotype qu'il a toujours été question. Nous ne devons pas perdre ce fait de vue. Le phénotype est une réalité, l'apparence physique est une réalité. Aujourd'hui, à chaque fois que ces relations sont défavorables aux cultures occidentales, on fournit un effort pour saboter la conscience culturelle des Africains. On fournit un effort pour saboter la conscience culturelle des Africains en leur disant on ne sait même pas ce que c'est qu'une race. Ici, entre parenthèses, en fait, il veut dire, en fait, on lui sortait déjà à l'époque ce discours-là. Oh, on ne sait pas ce que c'est qu'une race. Les races, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est qu'une race, etc., etc. Et lui, il dit que c'était pour saboter la conscience culturelle des Africains ou des Noirs. On poursuit, on termine, il dit, c'est le phénotype qui nous a causé tant de difficultés à travers l'histoire.
c'est le phénotype, donc l'apparence physique, qui nous a causé tant de difficultés à travers l'histoire. C'est donc lui qui doit être considéré, dans ces relations. Il existe, est bien réel et ne saurait être nié. Point. Donc, fin de citation du docteur Cheikh Anta Diop. Et donc, moi j'ajouterais même que si un noir de l'Inde ou un noir de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de l'Australie ou d'ailleurs s'était retrouvé en Amérique il y a 2 siècles, il serait esclave. Si il s'était trouvé dans le sud des États-Unis il y a 60 ans, il subirait la ségrégation raciale. Donc pour lui, à quoi bon être soi-disant génétiquement plus proche d'un Suédois que d'un Noir si, lorsqu'on le traite, ou plutôt le maltraite, on le met comme étant un Noir. Donc ici, Cheikh Anta Diop veut nous faire comprendre que cette discussion, ce débat-là, ridicule, n'était qu'un moyen de nous diviser. C'est pour saboter la conscience, la prise de conscience, le réveil du peuple noir, que ces gens ne veulent pas entendre. Mais, comme on a dit, c'est un débat qui est dépassé. On espère qu'on n'aura pas besoin de revenir là-dessus, quoique on n'a pas l'intention de répondre à chaque fois ou de réagir, etc. à chaque fois. De même, celui qui nie en fait l'idée de peuple noir n'a qu'à aller en Arabie Saoudite, en Israël, en Inde, en Tunisie, etc. partout dans le monde. Que vous soyez éthiopien, sénégalais, congolais, tout ce que vous voulez, eh bien, on vous verra juste comme étant un noir à la base. Par exemple, si vous êtes même un Saoudien d'origine, vous êtes autochtone de l'Arabie Saoudite et que vous avez oublié de porter votre tenue traditionnelle, eh bien, tout le monde va simplement voir que vous êtes un noir. Et si par malheur vous rencontrez un raciste, eh bien, vous n'aurez pas le temps de lui expliquer qu'en réalité vous êtes du terroir, que vous êtes d'origine saoudienne. On va vous voir peut-être comme un Africain, un immigrant qui est venu chercher du travail, un clandestin, tout ce que vous voulez. De même, un aborigène d'Australie qui débarquerait et qui rencontrerait des racistes quelque part dans le monde, eh bien, il n'aura pas le temps d'expliquer son histoire d'ADN qui ressemble au Suédois. Ainsi, comme disait Cheikh Anta Diop, c'est bien le phénotype, c'est bien l'apparence physique qui est une réalité. Avec quoi vous allez commencer à faire des tests ADN au milieu de la rue. Vous allez attendre des semaines avant de dire, ah voilà, je vais répondre mon acte raciste. Ah, c'était mon frère suédois, je suis désolé, malgré qu'il est noir. Mais 2 semaines plus tard, je vais m'excuser parce qu'on a fait les tests ADN, je ne sais pas combien de temps ça prend. Donc ça n'a aucun sens. Donc c'est des débats inutiles que des frères arrivent, en fait, sans le savoir, ils sont sous influence de l'idéologie raciste qui se répand en sous-marin, invisiblement, comme un gaz qui a ses effets mais sans qu'on puisse le voir. Donc d'autres vont venir encore dire que même les Noirs entre nous, on se faisait la guerre à travers nos différents royaumes, empires, etc. Eh bien, cet argument-là est vraiment un des arguments les plus misérables, les plus faibles qui soient. On sait par exemple que les Occidentaux se sont fait la guerre durant des siècles. Ça ne les a jamais empêchés de s'identifier comme étant des Occidentaux, un peuple qui se distingue des autres par une histoire et une culture commune. Et l'Occident, ça veut dire l'Ouest. Pourtant, lorsque vous allez en Australie, eh bien, on considère l'Australie comme faisant partie de l'Occident. Pourtant, sur les cartes que eux-mêmes les Occidentaux produisent, l'Australie n'est pas à l'Ouest. Mieux encore, celui qui va sortir cet exemple-là de guerre entre les empires africains, eh bien, est-ce qu'il peut nous expliquer s'il y a une guerre interne, une guerre civile au sein d'un empire ou d'un royaume africain, cela va faire en sorte qu'il ne s'agit plus du même peuple. Ou encore, si 2 frères, quelque part dans le monde, se font la guerre pour des questions de dynastie, de pouvoir, de fortune familiale, d'héritage, tout ce que vous voulez, est-ce que pour autant ils ne sont plus frères? Donc, les gens voient les choses que d'un seul œil.
Ils se disent, ah, autrefois on n'était pas un seul pays, on s'est même fait la guerre, etc. Donc on ne peut pas parler de peuple noir. Autre argument en fait sans valeur, il y a celui de dire il n'y a pas de peuple originel car les blancs viennent des noirs. Eh bien, celui qui dit ça n'a toujours pas compris qu'on parlait de la couleur d'origine de l'humanité, que Dieu a choisi dans toute sa sagesse au moment de la création, et contre qui en fait cet homme noir, contre qui les nations se sont liguées en disant qu'il était un homme inférieur, qu'il n'était pas même tout à fait un être humain. Donc par là, ils ont insulté le Créateur, ils ont insulté l'auteur de cet homme qui a été créé et dont on nous dit dans le livre de la Genèse que c'était très bon de l'avoir créé ainsi, puisque lorsque Dieu crée dans la Bible, au chapitre 1, on nous explique les étapes de la création et à chaque fois Dieu dit cela a été bon, cela a été bon. Mais lorsqu'il arrive au 6e jour où il a créé l'homme, il a dit cela a été très bon, parce que c'est l'achèvement, c'est le parachèvement de son œuvre. En quelque sorte, toute cette œuvre-là, c'était pour cet homme-là. Et cet homme originel était noir. Et encore, ces gens-là, on se demande s'ils réfléchissent sur le fait que aujourd'hui, à notre époque, partout sur la terre, les Noirs n'ont développé aucun de leurs pays. Donc, ils n'ont développé aucun des pays qu'ils sont censés administrer. Mais il faut se poser pourquoi la question. Il faut se poser la question pourquoi. Eh bien, c'est tout simplement à cause du système raciste qui continue de peser en cachette sur eux du fait de leur couleur. Donc, même on sait que les racistes d'autrefois, lorsqu'ils parlaient des Noirs, lorsqu'ils faisaient leurs théories racistes, etc., ils ne cherchaient pas à entrer dans les détails. Et de même, lorsque on veut formuler une phrase en parlant des Noirs ou de peuples africains, etc., est-ce qu'on va commencer à dire le Sénégalais, le Congolais, le Zoulou, le Djoula, l'Haïtien, le Nigérian, le Yoruba, le Peul, le Maasai, Douala, Bamileke, etc. Donc ici, on va juste citer quelques noms. Mais cela fait déjà beaucoup dans une seule phrase. Donc imaginez si on devait à chaque fois citer des pays, des tribus, des ethnies, etc., les aligner dans une phrase pour faire une vidéo, pour en même temps essayer de distinguer les particularités des uns par rapport aux autres, ben on ne finirait jamais. Donc cela n'a aucun sens. Et lorsqu'on sait que tous ces peuples-là, en réalité, ont subi et subissent encore le même joug, la même oppression, donc tous ont besoin de la même libération, qu'elle soit spirituelle, politique, économique, etc. Et c'est ça qui nous intéresse. Ainsi donc, lorsqu'on parle de ce sujet-là, on doit trouver un nom commun qui correspond à tout le monde sans avoir à donner les particularités des uns et des autres et qui correspondent aux Noirs, qu'ils soient en Afrique, en Amérique, dans les Caraïbes ou partout ailleurs dans le monde entier. Et allez voir justement dans chacun de leurs pays respectifs s'ils ne subissent pas le racisme à un niveau ou à un autre, que ce soit à l'intérieur du pays ou dans la diaspora, puisqu'on sait très bien que même dans les relations internationales, eh bien, il y a du racisme envers les pays noirs. Et ça, on va peut-être en parler un peu plus loin. Ces frères et sœurs devraient en fait commencer à réfléchir au fait que ce n'est pas normal qu'au XXIe siècle, et ce depuis l'ère industrielle qui suit immédiatement l'esclavage et l'oppression des Noirs du monde entier, se trouve qu'aucun, on dit bien aucun pays administré par des Noirs sur 3 continents, l'Amérique, l'Afrique et l'Océanie, continents qui sont séparés par des milliers de kilomètres les uns des autres, sans aucun autre point commun que la noirceur. Eh bien, aucun de ces pays n'est développé. Et de même, dans nos diasporas, par rapport aux autres peuples, on est toujours les plus faibles en général. Et cela sur les 5 continents, où il y a souvent même des autochtones noirs, comme dans le Moyen-Orient,
Mais il se trouve que socialement, politiquement et économiquement, ils sont presque invisibles. Et pourtant, comme au Yémen par exemple, ils sont des millions. Et ça, c'est des choses qu'on peut ressentir et on peut voir lorsqu'on regarde dans des pays comme les États-Unis, où on a des dizaines de millions de Noirs, ou dans des pays comme la France, le Canada, et d'autres pays encore qui sont même des pays développés, où lorsqu'on compare les différentes diasporas, on va voir des Maghrébins, des Libanais, des Indiens, des Chinois. Ils ont leur Chinatown, ils ont leurs boutiques, ils ont leurs restaurants, ils ont des chaînes de fast-food, des équivalents de KFC, de Pizza Hut, etc. Ils sont installés au centre-ville, dans les centres d'achat, etc. Mais lorsqu'on pense à l'équivalent de tout ça, mais chez les Noirs, par exemple, trouver des entreprises d'électroménager, des équivalents de Foot Locker, mais tenus par des Noirs, ça, on a du mal à se le figurer. On ne dit pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas d'une grande ampleur, c'est très rare. Tandis qu'on voit ça chez les Maghrébins, des Indiens, des Chinois, etc. Et on a même des vedettes qui vont se procurer avec fierté en disant quand j'étais jeune, j'allais toujours voir tel Indien qui me ramenait les nouvelles paires de baskets. Comme si eux, ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils pouvaient faire la même chose. Et ce qui est valable donc pour les peuples dans la diaspora, l'est aussi pour les peuples dans les États. Alors qu'il se trouve que chez les autres peuples, ou races entre guillemets, on a toujours des exemples. Si on a des exemples de gens faibles, de pays faibles, on a des exemples de pays performants aussi, qui sont industrialisés, etc. Par exemple, chez les peuples entre guillemets jaunes, on a des pays comme le Cambodge et le Laos qui sont plus faibles économiquement. Mais en contre-exemple, on a des pays comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine, qui eux n'ont rien à envier à l'Occident. De même, on peut retrouver ça chez les Arabes, les Turcs, les Indiens, à peau claire, etc. Qui envoient des fusées, qui développent des hautes technologies. Donc, s'il y avait un raciste contre l'un de ces peuples, eh bien, il ne pourrait pas dire ils sont inférieurs parce qu'ils n'arrivent pas à se développer ou à faire ceci, parce que ils ont vu un pays pauvre parmi ces peuples-là, mais immédiatement on va leur dire ok, mais alors si tous les gens qui sont comme des Turcs sont inférieurs, alors comment se fait que le pays comme la Turquie est développé? Comment ça se fait que si vous avez été voir des Arabes blancs au Yémen sous-développés, ben allez-y au Maroc, vous allez voir un pays qui est industrialisé, qui a des routes, des autoroutes, qui a de l'électricité partout, etc. Donc, ils pourraient toujours contester. Et comme en plus, ils vous ont pris votre histoire, eh bien, ils vont vous montrer leur passé glorieux. Et donc, qu'est-ce qui reste sur le carreau dans une telle situation? Encore une fois, le peuple noir. Puisque, à l'heure actuelle, il ne se développe pas, et dans le passé, on lui a volé son histoire. Donc, du coup, qu'est-ce qui lui reste? Rien. Les seuls peuples qui ont déjà plus de difficultés, lorsqu'on regarde par rapport aux Noirs et tout ça, ce sont les peuples comme les Amérindiens, quoique ils sont quand même assez forts dans certains pays comme l'Équateur ou la Bolivie, mais on sait aussi surtout qu'on les a dépeuplés. Et aujourd'hui, peu ou aucun pays n'est vraiment en fait administré que par des Amérindiens seuls, donc, et cela c'est dans toute l'Amérique en fait. Donc leur cas est exceptionnel, malgré qu'il y a certains pays. Mais ça c'est contrairement aux Noirs, qui eux, par exemple, même en Océanie, ils ont par exemple des pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Vanuatu, les îles Salomon, et j'en passe, bien qu'eux aussi ils ont été dépeuplés en Australie, en Tasmanie, etc. Néanmoins, ils ont d'autres pays où ils ont l'occasion de s'illustrer, de montrer de quoi ils sont capables, mais c'est le sous-développement. Les Noirs sont aux affaires ailleurs, comme dans les Caraïbes, en Afrique, n'en parlons même pas. Plus de presque 50 pays d'Afrique noire, pas un seul n'a pu se développer.
On ne peut pas prendre les exemples de pays comme l'Afrique du Sud, qui, eux, ont été, en fait, à la base, non pas des colonies d'exploitation comme la plupart des pays africains, mais c'était des colonies de peuplement. Donc les Blancs qui sont venus là avaient l'intention de s'installer comme ils se sont installés en Amérique, en Australie, etc. Donc du coup, ils ont construit pour eux les grandes villes que vous connaissez, Johannesburg, Durban, etc. Cape Town, en Namibie c'est pareil, au Zimbabwe et tout ça. Mais lorsque c'était des colonies d'exploitation, une fois qu'il y a eu l'indépendance, ils se sont enfouis, ils ont abandonné le pays. Et donc c'est pas ces pays-là comme l'Afrique du Sud qu'il faut citer pour parler de pays développés, quoique ces pays commencent à chuter. Donc, soit on est réellement des hommes inférieurs, comme dit le racisme idéologique, et dans ce cas-là, ce sous-développement devient tout à fait logique, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc là, on donne raison à des Daniel Conversano, des racistes notoires qui parlent de l'infériorité des Noirs intellectuellement, au niveau du quotient intellectuel, les tests, etc. etc. Donc, ils pensent que l'Afrique sera toujours sous-développée parce qu'elle a toujours été sous-développée. Peu importe, c'est très bien que tu le dises maintenant. Cela dit, je voudrais quand même te faire prendre conscience d'une chose, c'est que ton discours sur le possible essor de l'Afrique, si on la laisse tranquille, est tout de même assez utopique, Diodo. Je sais que c'est quelque chose qui peut te blesser. Occupe-toi de l'Europe. Laisse-moi m'occuper de l'Afrique. Tu vois, ne me donne plus de leçons aux Africains. Non, mais si, dire utopique de sens. Laisse-nous faire. Diodo, dans tes spectacles, tu rigoles toi-même de l'incapacité des Africains à gérer leurs propres matières premières. Je m'en souviens dans Foxtrot, tu rigoles. Tu dis les Africains, ils ont du diamant, ils dansent comme ça. Oui. Diodo, là, c'est des éclairs de lucidité. C'est ton jeune blanc en toi qui te dit, mais ces gens-là, à l'échelle de masse, laisse-moi finir la phrase. Mais à l'échelle de masse, ces gens ne sont pas capables. Les Africains. Mais c'est pas une critique, c'est la réalité. Alors, Diodo et Soral, vous avez fait. Non, mais pourquoi tu essaies de me dire que la nature africaine est nonchalante et pas propice au développement? Vrai, Diodo. Mais écoute, on a des exemples concrets. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Donc laisse-nous. Tu vois, alors, à la limite, Soralis, tu me laisses pas parler. Mais non, parce que tu vas sur un terrain qui est de celui de juger l'autre. Tu me laisses pas parler du QI. Ne juge pas. Diodo, tu me laisses pas parler des courbes de Gauss du QI. Elles ne sont pas faites par des juifs. Elles ne sont pas faites par des blancs hostiles. Elles sont faites. Tous les organismes sont d'accord avec ça. Les Africains subsahariens ont en moyenne 70 de QI. Mais appelle ça de la bêtise si tu veux. Une moins grande aptitude à créer des choses sur le plan technologique, des civilisations, c'est tout. Alors très bien, on restera dans un système qui sera... Donc soit on admet cela, compte tenu de la situation actuelle, ou bien on se dit qu'il y a une force et un système qui empêche, non pas simplement en Afrique, non pas simplement les Africains, mais tous les Noirs sur toute la surface de la Terre. Et ça, c'est une question pour nos camarades, nos génies commentateurs. Donc, que peuvent-ils répondre? Tous les pays ont été colonisés, opprimés, etc. Mais il n'y a que nous qui sommes encore bloqués. Même quand on vit dans des pays développés, ces pays développés-là offrent l'Internet, etc., etc. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à se développer? Même pas un pays. On parle de centaines de millions, plus du milliard d'individus à travers le monde. Mais c'est la même chose. Donc, eux peuvent peut-être essayer de répondre à cette question-là. Donc, est-ce que c'est logique parce qu'on est inférieur ou est-ce parce qu'il y a un système qui l'empêche? Alors, si la réponse est la seconde, donc un système raciste, alors il faut pouvoir l'identifier. Il faut pouvoir identifier les peuples qui sont ciblés, visés par ce système-là, comme étant un seul et unique peuple. Dans nos mots, dans notre parole, dans nos messages. Même si parfois, il va falloir faire des particularités. Mais en général, comme on a dit, ils ont subi le même joug et ils subissent encore. Donc forcément, ils ont besoin de la même libération. C'est la même oppression, il faut la même libération.
Et donc, on sait aussi que leur seul dénominateur commun, c'est la noirceur. Donc, on peut parler de peuple noir. Ou alors que ces génies qui commentent, etc., nous apportent un autre mot que tout le monde puisse comprendre. Et cela partout, puisque lorsqu'on fait des vidéos, ce n'est pas pour qu'on parle pour nous-mêmes, c'est pour que les gens comprennent. Donc s'ils ont un autre mot alternatif, qu'ils ne le donnent. Comme ça, on va pouvoir l'utiliser. Et comme ça, tout le monde sera content, on ne parlera plus de peuple noir. En tout cas, bref, et simplement pour dire que c'est aussi pour ça que nous, on fait des vidéos. Comme les vidéos qui parlent de la grandeur du peuple noir passé. Parce qu'effectivement, lorsqu'on t'enlève ton histoire, lorsqu'on te nie tout type de civilisation, même si on a vu le plus intelligent des hommes être un noir, on va le changer sa couleur dans 100 ans et le tour est joué. Et au moment de la réalité, donc au moment présent, on va tout faire pour que ce peuple-là ne se développe pas. Du coup, on pourra dire qu'il est inférieur. Ou même si on ne le dit pas, eh bien, on pourra toujours le penser et se comporter comme tel vis-à-vis de lui. Donc c'est pourquoi on a déjà donné des réponses pour que les Noirs, lorsque ils commencent à se poser ces questions-là, puissent avoir déjà des réponses des grandes civilisations qu'ils ont eues dans le passé. Et d'autres l'ont fait avant nous. C'est le cas du travail du docteur Cheikh Anta Diop. Mais apparemment, certains frères et sœurs ne comprennent toujours pas que c'est le travail du racisme idéologique. Et il est grave en fait, voire honteux, que des gens ne comprennent toujours pas tout ça. Et même quand on laisse une seconde de côté la partie spirituelle du problème, eh bien, et qu'on garde en fait juste la partie visible et matérielle dont on vient de parler, eh bien c'est triste. Comme on va le voir que certains noirs ne comprennent toujours pas ce qu'est être un noir. Peut-être ils aimeraient bien retourner dans le passé pour mieux le subir dans certains coins du monde ou voyager dans certains pays du monde où ils peuvent le subir, le sentir clairement, alors qu'il se trouve que un homme qui a vécu à plus de 1000 ans, et on va le voir un peu plus loin, faisait remarquer qu'à son époque, on savait ce que c'était qu'être un noir. Et ça, on va le voir plus loin. Mais avant ça, il faut dire qu'en fin de compte, on pourrait aussi nous donner comme argument le genre d'argument comme celui des communistes, c'est-à-dire la lutte des classes, les pauvres contre les riches, les ouvriers contre les bourgeois, les oppressés contre les oppresseurs, et cela sans distinction de race ou de couleur. Eh bien, là-dessus on est tout à fait d'accord. On est contre toute forme d'oppression, contre les peuples, toute forme d'oppression envers les peuples, et on est donc solidaire avec tous les peuples, tous les opprimés. Mais seulement, c'est aussi en se concentrant que sur cela que on oublie en fait, et c'est ce que l'histoire nous a montré, comment on a ignoré à chaque époque les spécificités du racisme envers les Noirs et son exception. Par exemple, les Noirs se sont battus aux côtés des patriotes américains durant la guerre d'indépendance des États-Unis au XVIIIe siècle. Mais l'esclavage sera aboli seulement en 1865. Donc 100 ans plus tard à peu près. Alors qu'en 1776, on nous parle toujours de la déclaration de l'indépendance des États-Unis avec son préambule, donc au tout début où on nous dit « Nous tenons pour vérité que tous les êtres humains sont créés égaux et que tout Américain ou être humain a droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur. » En 1776. Mais
il se trouve que les Noirs on leur a donné l'abolition soi-disant en 1865, donc près de 100 ans plus tard. Simplement pour dire si lorsqu'on parlait d'humains qui a droit à la vie et à la liberté, est-ce qu'on avait inclus les Noirs? Non. Et pourtant, ils se vantent à chaque fois d'être les patries des droits de l'homme, les démocraties, les républiques, etc., etc. Mais, c'est pas tout. 200 ans plus tard, on avait encore la ségrégation raciale dans le sud des États-Unis. Même si ça s'est terminé. Donc, simplement pour dire que tout ça, nous, on n'a pas de problème. On était là lorsqu'il fallait lutter pour les guerres de sécession, pour les guerres d'indépendance, de liberté des uns et des autres. On a participé aux 2 guerres mondiales, 14, 18, 40, 45, que ce soit les Américains, les Noirs, que ce soit les Caribéens, que ce soit les Africains. Mais après, on connaît le massacre de Thiaroye-sur-Mer au Sénégal. Lorsque ceux qui avaient combattu durant la guerre mondiale ont réclamé ce qu'on leur avait promis, il y a eu un massacre. Et on sait que plus tard, après avoir décolonisé, ils ont néocolonisé. Il y a encore le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, qui s'est transformé en franc de la coopération française en Afrique, soi-disant. On a les APE, la France-Afrique, les dettes, etc. Donc, nous, on s'est battu avec les autres peuples. Mais, par exemple, nous, on sait que les APE, parce que on va dire aux Africains, aux Noirs, etc., vous aimez trop dire Noir ou ainsi de suite. Mais étrangement, qui ont inventé la zone ACP pour les accords APE? Donc APE, ça veut dire accord de partenariat économique. ACP, ça veut dire zone Afrique, Caraïbes et Pacifique. Et devinez quoi? Tous ces pays sont des pays de noirs pratiquement. En dehors de Cuba, parce que Cuba c'est un grand producteur de canne à sucre. Donc ils avaient de gros intérêts à exporter les cannes à sucre. Et aussi la République dominicaine. Mais en dehors de ces deux pays-là et peut-être de Belize, eh bien il n'y a que des pays de noirs. Dans la zone Amérique, dans la zone Afrique, comme par hasard, on ne retrouve pas, par exemple, des pays du Maghreb, de l'Afrique du Nord, ils ne font pas partie de la zone ACP, et pourtant, ces pays se trouvent en Afrique. Dans l'Afrique, il n'y a donc aucun pays du Maghreb ou d'Afrique du Nord, les pays d'Afrique blanche, comme disait Hegel, le raciste. Il y a aussi le Sud-Soudan qui n'en fait pas partie parce qu'il n'existait tout simplement pas à l'époque où ça avait été signé. Mais à mon avis, qui a dû rejoindre ou qui va bientôt le rejoindre. Et on a dans la zone Pacifique, Vanuatu, Papouasie, etc. Donc, on a ciblé en fait globalement une zone de noirs. Parce que c'était des APE, les accords de partenariat économique sont une escroquerie. Par exemple, un des points fondamentaux, c'est que c'est lorsque les Africains veulent exporter leurs produits dans l'Union européenne, eh bien, ils ne payent pas la douane, etc. Mais ils doivent appliquer une sorte de réciprocité. Donc, eux aussi ne doivent pas faire payer tous ces pays-là de l'Union européenne lorsque eux, ils exportent vers l'Afrique. Or, on sait très bien que les pays africains ne font pas le poids face aux pays occidentaux dans la production de produits manufacturiers. On ne produit presque rien. Donc du coup, on ne peut rien exporter réellement en dehors de ce que les Occidentaux ont besoin vitalement, c'est-à-dire les matières premières, l'or, les minerais en général, le pétrole et par exemple la banane, cacao, etc. Café, thé, canne à sucre. Donc tous ces produits que si les Africains produisent ça chez eux, ils peuvent rien en faire. Ils sont obligés d'exporter pour que les Européens là-bas
ils transforment ça, donnent de la valeur ajoutée avec leur industrie, leurs usines, et forcément ça fait leurs affaires. C'est l'économie qui tourne en Occident, mais puisque les Africains, eux, ne transforment rien en général chez eux, ou presque, eh bien, ces APE deviennent une escroquerie dans la mesure où c'est celui qui achète qui fixe les prix, puisqu'on ne peut pas vendre, on ne peut pas garder pour nous-mêmes en fait cette marchandise-là, il faut bien l'écouler quelque part, et on va l'écouler forcément là où on ne paye pas de douane, donc ça va aller là-bas, même si en réalité il y a d'autres sous-bassements, mais simplement pour dire que on savait qu'on ne pouvait pas faire un marché de dupes pareil avec les Maghrébins, parce que du coup, l'Europe peut déverser tous ses produits manufacturiers en Afrique, y compris la nourriture, parfois de très mauvaise qualité, avariée, etc. Ils vont déverser ça en Afrique sans payer de taxes, etc. Donc, chez nous maintenant, on doit faire la concurrence avec ces produits qui viennent de l'étranger. Alors nous, du coup, on ne peut pas produire, on ne peut même pas commencer à produire chez nous, parce qu'on sait très bien que de toute façon, tu vas produire un produit, puisque l'autre produit est entré sans payer de douane, eh bien forcément, lui, il peut mettre un prix qui est moindre, déjà que ses coûts de production sont bien plus faibles, parce qu'il travaille avec des machines, toi tu travailles à la main en Afrique, tu n'as pas de subventions, ils ont des subventions, donc c'est tout simplement pour inonder l'Afrique, et en faire tout simplement un esclave économique. Et ils savent très bien que ça, ils ne peuvent jamais le faire avec les pays du Maghreb. Parce qu'au Maghreb, on a des industries. On transforme des nourritures, on fait des biscuits, on fait on a des raffineries de pétrole, on construit des voitures, on fait beaucoup de choses dans différents domaines. Donc on ne peut pas accepter une concurrence déloyale de produits extérieurs qui viennent comme ça inonder nos marchés pour tuer justement la production interne du pays. Et pareil, ils ne vont pas commencer à vendre leurs matières premières à vil prix s'ils peuvent le transformer, leur donner de la valeur dans leur pays. Donc voilà un peu, non seulement une preuve du racisme, c'est-à-dire que eux-mêmes ils nous voient comme étant des noirs, et ils ont ciblé les pays de noirs, ils ont carrément créé une zone pour leur donner un nom, la zone ACP, et en même temps, bien évidemment, toujours le système raciste pour garder les peuples noirs sous-développés. Là, c'est une preuve flagrante qu'on voulait vous donner pour vous dire qu'il y a un système qui existe et qui existera tant que l'homme noir ne sera pas revenu dans sa dignité. Et pour cela, on l'a déjà dit 1000 fois, le peuple noir, le peuple originel, le peuple de Dieu ne peut pas se développer sans revenir à son Dieu. Enfin, toujours dans ces relations donc d'oppressés, d'oppresseurs, etc., qu'il faut arrêter de dire noir et parler de l'humanité en général, eh bien, je ne sais pas si beaucoup le savent, mais Haïti a donné l'asile à Simon Bolivar, donc le grand libérateur de l'Amérique latine, qui est si cher au grand Hugo Chavez, Hugo Chavez que nous aimons tous. Parce que beaucoup pourraient penser, parce qu'on parle souvent du peuple originel, qu'on est des xénophobes envers les blancs. Eh ben non, voilà Hugo Chavez, quelqu'un qu'on aime, au même titre que Fidel Castro, qui est parti, qui nous a quittés, qu'on regrette tous, parce que c'était un grand, plus grand que la plupart des grands hommes du peuple originel au XXe et au XXIe siècle. Donc Fidel Castro est un des grands, parmi les grands que tout le monde apprécie et respecte lorsque il s'agit de dignité, de l'humanité, etc. Fidel Castro, c'est l'homme qui a envoyé des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'hommes pour se battre, verser leur sang en Afrique, notamment en ce qui concerne l'Angola et la Namibie, face aux racistes d'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. C'est eux qui leur ont infligé une grande défaite et qui ont permis la libération de ces pays-là. Et on sait aussi le rôle que Castro a joué lors des indépendances des pays africains, non seulement sur le plan de la logistique pour la révolution, etc., mais aussi
quand il faut envoyer des médecins et ainsi de suite, Cuba a toujours été là. Et ça, c'est quand même l'œuvre du grand Fidel Castro. Mais pour revenir donc à notre sujet, on parlait de Simon Bolivar, qui est celui qu'on appelle le grand libérateur, qui a libéré, on va dire, qui est à la base en fait de la libération des pays comme la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Panama, le Pérou, Venezuela. Donc, c'était un homme, un grand libérateur, et c'est Haïti qui lui a donné l'asile, qui l'a équipé, qui l'a financé, qui l'a armé. Et on nous dit que, en fait, dans un livre intitulé Haïti, première république noire du Nouveau Monde, de l'historien Raymond Moïse, on nous montre en fait un extrait de dialogue entre Simon Bolivar et Alexandre Pétion, donc le chef d'État de Haïti à l'époque. Voici ce que Simon Bolivar lui dit. Il lui dit: dois-je faire savoir à la postérité que vous êtes le libérateur de ma patrie, demande Bolivar. Non, répond Pétion, promettez-moi seulement d'abolir l'esclavage partout où vous aurez triomphé. Donc fin de citation. Mais pourtant, malgré en fait cette bonne volonté de Simon Bolivar, qui a vraiment voulu respecter sa parole, eh bien, il se trouvait que il ne pesait pas face au système raciste qui était même en Amérique latine, qui était au courant de l'aide que Haïti leur avait apportée. Et pourtant, lorsqu'ils ont été libérés, ça aura pris près de 40 ans, longtemps après Simon Bolivar, pour que l'esclavage soit aboli. Et encore comme toujours, c'est-à-dire en indemnisant les esclavagistes et en abandonnant les esclaves, en continuant à les opprimer d'autres manières, comme ce fut le cas au Brésil, aux États-Unis et partout ailleurs, sans exception. Parce que les lobbies, les oligarchies, qui ont toujours bénéficié de l'oppression du peuple originel, eh bien eux, on ne peut pas leur faire changer comme ça. Ils ne pensent pas à la justice, ils ne pensent qu'à leurs intérêts immédiats. Et de ce fait-là, à chaque fois que nous, on a mis tous nos efforts en fait dans une lutte commune avec les autres, eh bien, on a toujours fini sur le carreau parce qu'on a compté que sur une solution de concert avec les autres. Parce qu'une fois libéré, que ce soit aux États-Unis, partout, c'est plus la lutte des classes, mais ça devient maintenant la lutte des races. Et bien évidemment, au détriment des Noirs, au détriment du peuple originel. Et on sait que cela est spirituel. Et on peut vous énumérer une liste interminable de Noirs qui ont servi dans des pays du monde entier. Mais nous avons su peser sur la question du racisme idéologique. Nous n'avons jamais su faire changer d'avis là-dessus. On peut citer des Abraham Hannibal en Russie, qui était l'un des confidents, l'un des plus proches du tsar de Russie. Abraham Hannibal avait été envoyé en France, etc. C'était un génie à tous les niveaux dans son domaine. Il est l'arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père du père de la littérature russe, comme on le surnomme, Alexandre Pouchkine. Cet homme-là, lorsqu'il allait en Europe, etc., tout le monde voyait que c'était un génie. Il servait une grande nation occidentale, européenne, blanche. Et pourtant, ça n'a jamais changé la vie des philosophes des Lumières. En France, on avait Alexandre Dumas, père et fils, un autre grand général, Alexandre Dumas, père, son fils qui a écrit les 4 ou 3 mousquetaires, je ne sais plus trop comment on dit. Et, eh bien, eux non plus n'ont jamais pesé sur le racisme, qui pensait toujours que les Noirs étaient inférieurs. On a Yasuke ou Yusuke
au Japon, qui était le bras droit de Nobunaga Oda, qui est le premier unificateur du Japon, qui avait tellement confiance en cet homme-là que il ne traînait plus avec beaucoup de gardes du corps. Et cet homme-là, c'était un Africain qui avait été ramené par les Jésuites et qui l'avait emmené comme esclave. Mais lui, ce Japonais l'a libéré. On a aussi au Japon, bien avant Yusuke ou Yasuke, on avait Sakanuye, qui est le premier shogun de toute l'histoire du Japon. On a les Sévères dans l'Empire romain. On a les Niger, toujours dans l'Empire romain. Il y a eu les prophètes, les califes, la garde royale des rois, y compris du roi du Maroc, le Sindh en Inde, etc., etc. Donc tous ont prouvé en fait les valeurs intellectuelles, morales, de bravoure, d'héroïsme, etc., à faire invalider toutes les théories racistes, mais rien du tout. Donc c'est pourquoi, bien qu'on est toujours solidaire avec les peuples du monde entier dans leur lutte, dans leur combat, mais on se doit de prendre en charge notre fardeau commun en tant que peuple originel pour le solutionner nous-mêmes, sans avoir à dépendre des autres. Et tant mieux s'ils nous soutiennent, on les invite et nous aussi on les soutient, mais qu'ils sachent qu'on sait que nous, notre problème vient de très loin, il est avant tout spirituel et c'est ainsi que on se doit de l'aborder en priorité. Et pour bien comprendre ce qu'est un noir ou le peuple noir que d'autres frères noirs n'arrivent pas à comprendre, on va citer le grand Al-Gaïz, dont on a déjà parlé, qui est un des plus grands auteurs arabes, qui était noir, qui a vécu il y a plus de 1000 ans, et dont son livre titre de gloire des noirs sur les blancs ou supériorité des noirs sur les blancs, bien qu'il faut préciser qu'ici on ne parle pas de supériorité raciale, mais en termes de réalisation, en termes de civilisation. Ce livre qui a été écrit il y a plus de 1000 ans, et bien dedans Al-Gaïz nous dit ceci. Et donc voilà ce qu'il nous dit en fait à un moment dans son livre. Et là il nous donne une leçon de fierté noire à rendre jaloux même le grand Marcus Garvey. Et il nous enseigne ce qu'est le peuple noir en disant: les noirs sont plus nombreux que les blancs. Les blancs sont constitués tout au plus de la population de la Perse, du Djibal et du Khorasan, les Grecs, les Slaves, les Francs et les Avars, et quelques autres pas très nombreux. Les Noirs comprennent les Zanj, les Éthiopiens, les gens de Fazan, les Berbères, les Coptes et les Nubiens, les gens de Zagawa, le Mar, le Sindh en Inde, Kamar et Dabila, ceux de la Chine et de Mazin. Les îles de la mer entre la Chine et l'Afrique sont pleines de Noirs, comme Ceylan, Kala, Amal, Zabij et leurs îles, aussi loin que l'Inde, la Chine, Kaboul et ceux de leurs rives. Ils disent, Al-Ishtiyan, l'aveugle, avait coutume de dire: il y a plus de noirs que de blancs, plus de roches que de la boue, plus de sable que de la terre, plus d'eau salée que d'eau douce. Et ils disent: les Arabes appartiennent aux noirs et non pas aux blancs. Point. Al-Jaïz, donc est né en 776 et qui est mort en 867 dans Far al-Soudan ala al-Bidan, titre de gloire des noirs sur les blancs. Donc à l'heure où certains veulent donner des leçons pour nous diviser, cet auteur arabe du 8e et 9e siècle nous rappelle que pour tous ces noirs-là, pourtant de différentes régions, religions, cultures, textures de cheveux, qu'ils soient lisses ou crépus, ils étaient tous conscients d'être noirs. On aurait pu dire le peuple noir avec eux, pas de problème. C'était à plus de 1000 ans. Al-Jaïz nous dit que il y a des noirs de l'Afrique jusqu'en Chine, donc en traversant l'Asie. Et cela, il y a plus de 1000 ans.
Il n'a pas parlé de Maliens, Camerounais, Gabonais, etc. Il parle de Noirs. Tout comme les esclavagistes n'ont pas fait de distinction. Donc pour eux, on était unis. On était un. Pour les esclavagistes racistes. Donc on était unis dans la souffrance et dans l'humiliation. Donc on se doit d'être ensemble pour notre renaissance et son élévation et notre élévation glorieuse. Et ainsi, et on vous laisse en fait avec ces images de noirs du monde entier, et peut-être comprendrez-vous de quoi Al-Gaïs parlait. Et si il avait entendu parler des noirs autochtones d'Amérique ou de l'Océanie, comme les descendants des Olmecs, les Papous, ceux du Vanuatu, des îles Salomon, de Hawaï, etc., Al-Gaïs allait les inclure. Et c'est cela qu'on appelle le peuple noir, le peuple originel, le peuple de Dieu. Paix, vie, force et santé en salutation. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. À l'origine, on avait tenu à faire cette vidéo en complément de la vidéo sur l'Inde antique, parce qu'il se trouve que certains prétendus spécialistes se servent de nos jours de la soi-disant science comme d'un instrument pour imposer leur vérité, une vérité qui a ses racines entre autres dans le siècle dit des Lumières, à une époque où on ne disposait pas des outils que la science a aujourd'hui, mais que étrangement cette même science vient comme par hasard confirmer plusieurs siècles après, et il se trouve que certains noirs avalent cela comme on avale de l'eau sans se poser des questions, parce que si c'était posé des questions, ils n'avaleraient pas ça. C'est la raison initiale pour laquelle on voulait faire cette vidéo. Mais d'une autre part, on a vu que certains frères et sœurs dans les commentaires sur YouTube ou Facebook contestent l'appellation de peuple originel ou de peuple noir. Du coup, c'est une opportunité aussi, non pas de leur répondre, mais d'apporter un éclaircissement en espérant avoir affaire à des personnes douées d'intelligence et de discernement. Ainsi donc, on va voir les arguments des uns et des autres. Et on va commencer en fait par les affirmations visant à faire passer les Noirs de l'Inde pour des Blancs à peau noire, c'est-à-dire comme étant des Caucasiens ou de race caucasique. Ce sont les termes qu'ils employaient autrefois, mais qu'aujourd'hui ils semblent commencer à renier pour les besoins du moment. Donc ils disaient que c'était des Caucasiens, des Blancs, mais qui avaient la peau noire. Et ils ont aussi voulu dire cela des Éthiopiens, Somaliens et autres, bien que on sait très bien que lorsque des Éthiopiens, des Somaliens vont par exemple traverser la Méditerranée pour se trouver en Italie pour immigrer dans l'Union européenne, et bien si par malheur ils rencontrent des racistes, et bien on va leur dire: rentrez dans votre pays, sale nègre, rentrez en Afrique. Donc on va pas faire la différence entre l'Africain subsaharien de tel pays et de tel autre pays. On va les mettre tous dans le même sac. גזענות שקיימת בחברה הישראלית. אני נושא עליי את דגל ישראל, זה אומר שאני שייך. אם אני מרגיש שהדגל שייך אליי, אז אני רוצה שגם החברה תרגיש שאני שייך אליה, והגיע הזמן, הגיע הזמן. Et malheureusement, à force de manipulation et de souffrance, même entre nous, on commence maintenant à faire des différences, Tutsi, Hutu, Nilotique, Bantou, etc., etc. On ne dit pas qu'il n'existe pas de différences de langue, de tribus, ethniques, etc. Néanmoins, on sait que ça émane avant tout d'une manipulation étrangère pour la division. Et
Dans la foulée, donc, il y a eu un frère qui est venu sur notre page Facebook, semble-t-il influencé par les discours soi-disant scientifiques qui disent qu'il n'existe pas plusieurs races humaines, noires, blanches, etc., mais qu'il existe une seule race, la race humaine. Comme si on ne savait pas ça. Ou encore d'autres qui disent l'appellation peuple noir pose problème parce que on est tous différents, et des Camerounais, des Sénégalais, des Éthiopiens, etc. Et en disant cela, étrangement, en fait, il donne plus de réalité et d'importance aux frontières imaginaires et aux divisions colonialistes des puissances européennes lors de la conférence de Berlin de 1885 que à une réalité qui nous frappe encore aujourd'hui partout dans le monde, y compris en Afrique, et qui a commencé il y a de nombreux siècles, à savoir le racisme anti-noir, ou plutôt le racisme envers les noirs, puisque anti-noir n'a aucun sens dans le contexte du racisme. Et on nous dit cela en fait comme si on avait essayé un jour ou un autre dans une vidéo ou autre de faire une démonstration sur l'existence des races. Or cela n'aurait aucun sens et sera en contradiction avec le principe même du peuple originel, qui veut dire que nous sommes le premier peuple et que les autres sont venus de nous et après nous. Si on essaie de reporter ça au monde animalier, on pourrait imaginer deux chiens qui se disputent, un berger allemand et un doberman, et le berger allemand dit « Nous, on appartient au peuple originel des chiens. Donc vous, les doberman et autres, vous êtes venus après nous, mais vous descendez de nous. » Dans ce cas-là, cela ne vaudrait pas pour les chats, les dauphins, les éléphants, les baleines, etc. Cela vaudrait que pour les chiens. De même, lorsqu'on parle de peuple originel, on parle des êtres humains. Donc, si on devait, sur le plan scientifique, considérer qu'il y a plusieurs races humaines, eh bien, déjà, on ne pourrait pas se reproduire avec ces autres races-là, puisqu'ils feraient partie d'autres espèces. Tout comme un chien ne peut pas se reproduire avec un chat, parce qu'ils ne sont pas de la même espèce. Donc, quand on parle de peuple originel, je crois qu'on se comprend bien. Et donc, on ne peut pas arriver à nous dire que on a voulu faire une démonstration ou alors montrer-nous dans quelle vidéo on a dit qu'il existait des races humaines. Ce que nous on a fait, c'était plutôt d'employer un terme conventionnel, un terme générique qui existe et qui est employé ça et là. Et d'ailleurs que nous on utilise très peu, voire presque jamais, sauf lorsque c'est nécessaire. Et aussi, il ne faut pas oublier que ce mot-là, race, est lié au mot racisme, qui lui a une réalité et a encore de beaux jours devant lui, même en Occident, où on cherche de plus en plus à prendre ses distances avec certains mots qui dérangent, comme racisme, nègre, etc. Et pour montrer en fait que ce débat en fait est un débat inutile, un vieux débat qui est dépassé, j'ai répondu au frère en lui citant le docteur Cheikh Anta Diop qui disait, et n'oubliez pas que Cheikh Anta Diop est décédé en 1986, donc il y a plus de 30 ans, donc c'est pour dire à quel point le débat est vieux. Il a répondu, une classification raciale est conférée à un groupe d'individus qui partagent entre eux un certain nombre de traits anthropologiques, ce qui est nécessaire pour qu'on ne puisse pas les confondre avec d'autres. Deux aspects doivent être distingués, le phénotype et le génotype. Je me suis souvent étendu sur ces deux aspects. Si on ne considère que les génotypes, je peux trouver un noir qui, au niveau de ses chromosomes, se rapproche plus d'un Suédois que Peter Botha. Peter Botha, c'est, si ma mémoire est bonne, l'ancien président de l'Afrique du Sud. Donc on poursuit. Mais ce qui compte dans la réalité, c'est le phénotype, c'est l'apparence physique. Ce noir, même si il se rapproche plus au niveau de ses cellules du Suédois que Peter Botha, lorsque il se trouve en Afrique du Sud, c'est à Soweto qu'il vivra. Donc Soweto, c'est le quartier noir en périphérie de la capitale Johannesburg, où les noirs étaient entassés dans des bidonvilles, à l'écart des blancs qui étaient installés dans les villes. Donc, il nous dit ici, Cheikh Anta Diop, que même un soi-disant noir avec des gènes proches du Suédois
plus proche même que le président blanc sud-africain Peter Botha, eh bien, ce noir-là, en arrivant en Afrique du Sud, raciste à l'époque de l'apartheid, allait être installé dans la partie des noirs, dans les bidonvilles. Donc on poursuit la lecture. Il dit, dans toute l'histoire, c'est du phénotype qu'il a toujours été question. Nous ne devons pas perdre ce fait de vue. Le phénotype est une réalité, l'apparence physique est une réalité. Aujourd'hui, à chaque fois que ces relations sont défavorables aux cultures occidentales, on fournit un effort pour saboter la conscience culturelle des Africains. On fournit un effort pour saboter la conscience culturelle des... Et l'Occident, ça veut dire l'Ouest. Pourtant, lorsque vous allez en Australie, eh bien, on considère l'Australie comme faisant partie de l'Occident. Pourtant, sur les cartes que eux-mêmes les Occidentaux produisent, l'Australie n'est pas à l'Ouest. Mieux encore, celui qui va sortir cet exemple-là de guerre entre les empires africains, eh bien, est-ce qu'il peut nous expliquer s'il y a une guerre interne, une guerre civile au sein d'un empire ou d'un royaume africain, cela va faire en sorte qu'il ne s'agit plus du même peuple. Ou encore, si deux frères, quelque part dans le monde, se font la guerre pour des questions de dynastie, de pouvoir, de fortune familiale, d'héritage, tout ce que vous voulez, est-ce que pour autant ils ne sont plus frères? Donc, les gens voient les choses que d'un seul œil. Ils se disent, ah, autrefois on n'était pas un seul pays, on s'est même fait la guerre, etc. Donc, on ne peut pas parler de peuple noir. Autre argument en fait sans valeur, il y a celui de dire il n'y a pas de peuple originel car les blancs viennent des noirs. Eh bien, celui qui dit ça n'a toujours pas compris qu'on parlait de la couleur d'origine de l'humanité, que Dieu a choisi dans toute sa sagesse au moment de la création, et contre qui en fait cet homme noir, contre qui les nations se sont liguées en disant qu'il était un homme inférieur, qu'il n'était pas même tout à fait un être humain. Donc par là ils ont insulté le créateur, ils ont insulté l'auteur de cet homme qui a été créé et dont on nous dit dans le livre de la Genèse que c'était très bon de l'avoir créé ainsi, puisque lorsque Dieu crée dans la Bible au chapitre 1, on nous explique les étapes de la création et à chaque fois Dieu dit cela a été bon, cela a été bon. Mais lorsqu'il arrive au 6e jour où il a créé l'homme, il a dit cela a été très bon, parce que c'est l'achèvement, c'est le parachèvement de son œuvre. En quelque sorte, toute cette œuvre-là, c'était pour cet homme-là. Et cet homme originel était noir. Et encore, ces gens-là, on se demande s'ils réfléchissent sur le fait que aujourd'hui, à notre époque, partout sur la terre, les Noirs n'ont développé aucun de leurs pays. Donc, ils n'ont développé aucun des pays qu'ils sont censés administrer. Mais il faut se poser pourquoi la question. Il faut se poser la question pourquoi. Eh bien, c'est tout simplement à cause du système raciste qui continue de peser en cachette sur eux du fait de leur couleur. Donc, même on sait que les racistes d'autrefois, lorsqu'ils parlaient des Noirs, lorsqu'ils faisaient leurs théories racistes, etc., ils ne cherchaient pas à entrer dans les détails. Et de même, lorsque on veut formuler une phrase en parlant des Noirs ou de peuples africains, etc., est-ce qu'on va commencer à dire le Sénégalais, le Congolais, le Zoulou, le Djoula, l'Haïtien, le Nigérian, le Yoruba, le Peul, le Maasai, Douala, Bamileke, etc. Donc ici on va juste citer quelques noms, mais cela fait déjà beaucoup dans une seule phrase. Donc imaginez si on devait à chaque fois citer des pays, des tribus, des ethnies, etc., les aligner dans une phrase pour faire une vidéo, pour en même temps essayer de distinguer les particularités des uns par rapport aux autres, ben on ne finirait jamais. Donc cela n'a aucun sens. Et lorsqu'on sait que tous ces peuples-là, en réalité, ont subi et subissent encore le même joug, la même oppression. Donc tous ont besoin de la même libération, qu'elle soit spirituelle, politique, économique, etc. Et c'est ça qui nous intéresse.
Ainsi donc, lorsqu'on parle de ce sujet-là, on doit trouver un nom commun qui correspond à tout le monde sans avoir à donner les particularités des uns et des autres et qui correspondent aux Noirs, qu'ils soient en Afrique, en Amérique, dans les Caraïbes ou partout ailleurs dans le monde entier. Et allez voir justement dans chacun de leurs pays respectifs s'ils ne subissent pas le racisme à un niveau ou à un autre, que ce soit à l'intérieur du pays ou dans la diaspora, puisqu'on sait très bien que même dans les relations internationales, eh bien, il y a du racisme envers les pays noirs. Et ça, on va peut-être en parler un peu plus loin. Ces frères et sœurs devraient en fait commencer à réfléchir au fait que ce n'est pas normal qu'au XXIe siècle, et ce depuis l'ère industrielle qui suit immédiatement l'esclavage et l'oppression des Noirs du monde entier, se trouve qu'aucun, on dit bien aucun pays administré par des Noirs sur 3 continents, l'Amérique, l'Afrique et l'Océanie, continents qui sont séparés par des milliers de kilomètres les uns des autres, sans aucun autre point commun que la noirceur. Eh bien, aucun de ces pays n'est développé. Et de même, dans nos diasporas, par rapport aux autres peuples, on est toujours les plus faibles en général. Et cela sur les 5 continents, où il y a souvent même des autochtones noirs, comme dans le Moyen-Orient. Mais il se trouve que socialement, politiquement et économiquement, ils sont presque invisibles. Et pourtant, comme au Yémen par exemple, ils sont des millions. Et ça, c'est des choses qu'on peut ressentir et on peut voir lorsqu'on regarde dans des pays comme les États-Unis, où on a des dizaines de millions de Noirs, ou dans des pays comme la France, le Canada, et d'autres pays encore qui sont même des pays développés, où lorsqu'on compare les différentes diasporas, on va voir des Maghrébins, des Libanais, des Indiens, des Chinois. Ils ont leur Chinatown, ils ont leurs boutiques, ils ont leurs restaurants, ils ont des chaînes de fast-food, des équivalents de KFC, de Pizza Hut, etc. Ils sont installés au centre-ville, dans les centres d'achat, etc. Mais lorsqu'on pense à l'équivalent de tout ça, mais chez les Noirs, par exemple, trouver des entreprises d'électroménager, des équivalents de Foot Locker, mais tenus par des Noirs, ça, on a du mal à se le figurer. On ne dit pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas d'une grande ampleur, c'est très rare. Tandis qu'on voit ça chez les Maghrébins, des Indiens, des Chinois, etc. Et on a même des vedettes qui vont se procurer avec fierté en disant quand j'étais jeune, j'allais toujours voir tel Indien qui me ramenait les nouvelles paires de baskets. Comme si eux, ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils pouvaient faire la même chose. Et ce qui est valable donc pour les peuples dans la diaspora, l'est aussi pour les peuples dans les États. Alors qu'il se trouve que chez les autres peuples, ou races entre guillemets, on a toujours des exemples. Si on a des exemples de gens faibles, de pays faibles, on a des exemples de pays performants aussi, qui sont industrialisés, etc. Par exemple, chez les peuples entre guillemets jaunes, on a des pays comme le Cambodge et le Laos qui sont plus faibles économiquement, mais en contre-exemple, on a des pays comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine, qui eux n'ont rien à envier à l'Occident. De même, on peut retrouver ça chez les Arabes, les Turcs, les Indiens, à peau claire, etc. Qui envoient des fusées, qui développent des hautes technologies. Donc, s'il y avait un raciste contre l'un de ces peuples, eh bien, il ne pourrait pas dire ils sont inférieurs parce qu'ils n'arrivent pas à se développer ou à faire ceci, parce que ils ont vu un pays pauvre parmi ces peuples-là, mais immédiatement on va leur dire ok, mais alors si tous les gens qui sont comme des Turcs sont inférieurs, alors comment se fait que le pays comme la Turquie est développé? Comment ça se fait que si vous avez été voir des Arabes blancs au Yémen sous-développés, ben allez-y au Maroc, vous allez voir un pays qui est industrialisé, qui a des routes, des autoroutes, qui a de l'électricité partout, etc. Donc, ils pourraient toujours contester. Et comme en plus, ils vous ont pris votre histoire, eh bien, ils vont vous montrer leur passé glorieux. Et donc, qu'est-ce qui reste sur le carreau?
dans une telle situation? Encore une fois, le peuple noir. Puisque à l'heure actuelle, il ne se développe pas, et dans le passé, on lui a volé son histoire. Donc du coup, les Africains, en leur disant, on ne sait même pas ce que c'est qu'une race. Ici, entre parenthèses, en fait, il veut dire, en fait, on lui sortait déjà à l'époque ce discours-là. Oh, on ne sait pas ce que c'est qu'une race. Les races, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est qu'une race, etc., etc. Et lui, il dit que c'était pour saboter la conscience culturelle des Africains ou des Noirs. On poursuit, on termine, il dit, c'est le phénotype qui nous a causé tant de difficultés à travers l'histoire. C'est le phénotype, donc l'apparence physique, qui nous a causé tant de difficultés à travers l'histoire. C'est donc lui qui doit être considéré, dans ces relations. Il existe, est bien réel et ne saurait être nié. Point. Donc, fin de citation du docteur Cheikh Anta Diop. Et donc, moi j'ajouterais même que si un noir de l'Inde ou un noir de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de l'Australie ou d'ailleurs s'était retrouvé en Amérique il y a 2 siècles, il serait esclave. Si il s'était trouvé dans le sud des États-Unis il y a 60 ans, il subirait la ségrégation raciale. Donc pour lui, à quoi bon être soi-disant génétiquement plus proche d'un Suédois que d'un Noir si, lorsqu'on le traite, ou plutôt le maltraite, on le met comme étant un Noir. Donc ici, Cheikh Anta Diop veut nous faire comprendre que cette discussion, ce débat-là, ridicule, n'était qu'un moyen de nous diviser. C'est pour saboter la conscience, la prise de conscience, le réveil du peuple noir, que ces gens ne veulent pas entendre. Mais, comme on a dit, c'est un débat qui est dépassé. On espère qu'on n'aura pas besoin de revenir là-dessus, quoique on n'a pas l'intention de répondre à chaque fois ou de réagir, etc. à chaque fois. De même, celui qui nie en fait l'idée de peuple noir n'a qu'à aller en Arabie Saoudite, en Israël, en Inde, en Tunisie, etc. partout dans le monde. Que vous soyez éthiopien, sénégalais, congolais, tout ce que vous voulez, eh bien on vous verra juste comme étant un noir à la base. Par exemple, si vous êtes même un Saoudien d'origine, vous êtes autochtone de l'Arabie Saoudite et que vous avez oublié de porter votre tenue traditionnelle, eh bien tout le monde va simplement voir que vous êtes un noir. Et si par malheur vous rencontrez un raciste, eh bien vous n'aurez pas le temps de lui expliquer qu'en réalité vous êtes du terroir, que vous êtes d'origine saoudienne. On va vous voir peut-être comme un Africain, un immigrant qui est venu chercher du travail, un clandestin, tout ce que vous voulez. De même, un aborigène d'Australie qui débarquerait et qui rencontrerait des racistes quelque part dans le monde, eh bien il n'aura pas le temps d'expliquer son histoire d'ADN qui ressemble aux Suédois. Ainsi, comme disait Cheikh Anta Diop, c'est bien le phénotype, c'est bien l'apparence physique qui a une réalité. Avec quoi vous allez commencer à faire des tests ADN au milieu de la rue. Vous allez attendre des semaines avant de dire, ah voilà, je vais répandre mon acte raciste. Ah, c'était mon frère suédois, je suis désolé, malgré qu'il est noir. Mais 2 semaines plus tard, je vais m'excuser parce qu'on a fait les tests ADN, je ne sais pas combien de temps ça prend. Donc ça n'a aucun sens. Donc c'est des débats inutiles que des frères arrivent, en fait, sans le savoir, ils sont sous influence de l'idéologie raciste qui se répand en sous-marin, invisiblement, comme un gaz qui a ses effets, mais sans qu'on puisse le voir. Donc d'autres vont venir encore dire que même les Noirs entre nous, on se faisait la guerre à travers nos différents royaumes, empires, etc. Eh bien, cet argument-là est vraiment un des arguments les plus misérables, les plus faibles qui soient. On sait par exemple que les Occidentaux se sont fait la guerre durant des siècles. Ça ne les a jamais empêchés de s'identifier comme étant des Occidentaux, un peuple qui se distingue des autres par une histoire et une culture commune. Et